Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, de loin, a l'air assez simple, mais qui est en réalité un vrai casse-tête juridique. Les grands projets immobiliers en France. On s'imagine souvent qu'il suffit d'avoir son permis de construire et puis voilà, c'est parti. Sauf qu'en réalité, c'est un véritable parcours du combattant. Surtout quand le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement se rencontrent. Ah oui, là ça devient tout de suite plus complexe. Pour y voir plus clair, on s'appuie sur une source très solide, un article juridique vraiment pointu, rédigé par des spécialistes en droit immobilier. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer comment toutes ces autorisations s'articulent entre elles. Et surtout, comment toute cette complexité se retrouve dans un acte qu'on pense bien connaître, la promesse de vente. C'est là que tout se joue en fait. Exactement. Et ça nous amène directement à ces fameuses clauses balais, vous savez, ces clauses un peu fourre-tout qu'on met dans les contrats pour se protéger. Pour se couvrir, oui. Mais le problème, c'est qu'elles sont très risquées. Il faut savoir par exemple qu'une promesse qui engage un vendeur particulier pour plus de 18 mois, si elle n'est pas faite par un notaire, avec une indemnité d'au moins 5%, elle peut être tout simplement annulée. C'est inscrit dans le code de la construction. Et c'est un risque que beaucoup ignorent. C'est un risque énorme. Alors, allons-y, plongeons dans le détail. Pour commencer, une question qui paraît simple. Concrètement, comment est-ce que le droit de l'environnement s'invite dans un dossier de permis de construire? C'est la question centrale. Et en fait, ils ne s'invitent pas. Ils sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Pour simplifier, on peut dire que l'interaction se fait sur 3 niveaux, un peu comme des paliers de difficulté. D'accord? Le premier niveau, le plus simple, c'est une obligation d'information. C'est-à-dire que le porteur de projet, dans son dossier, doit simplement dire si son projet est concerné par exemple par la loi sur l'eau, par les installations classées, les ICPE, Ok. ou s'il a besoin d'une dérogation pour des espèces protégées. Ok, donc niveau 1, c'est juste une déclaration. On lève la main et on dit attention, mon projet touche un peu à l'environnement. C'est ça. C'est une première alerte, mais ça s'arrête là. Au niveau 2, là on monte d'un cran. Il ne s'agit plus seulement d'informer, il faut fournir des autorisations qui sont indispensables pour que le dossier soit considéré comme complet. Ah, donc sans ces documents, le dossier n'est même pas étudié. Même pas. Il est refusé à l'entrée. C'est comme s'il était incomplet. Et ça concerne quel type de documents, par exemple? On parle par exemple de l'autorisation de défrichement, Logique, si on doit raser une partie de forêt. voilà, ou la déclaration pour certaines installations classées. L'étude d'impact environnemental aussi peut en faire partie. Si ça manque, le dossier est bloqué, net. D'accord, c'est clair. Et le troisième niveau, alors? J'imagine que c'est là que ça se complique vraiment. C'est le niveau le plus subtil et le plus dangereux pour les porteurs de projets. Là, on parle d'autorisations qui sont nécessaires non pas pour obtenir le permis, mais pour pouvoir le mettre en œuvre. Attendez, ça veut dire qu'on peut avoir un permis de construire en poche, validé, légal, Oui, tout à fait. Notifié, exécutoire. mais on n'a pas le droit de commencer les travaux. Exactement. Vous ne pouvez pas poser la première pierre. Mais c'est incroyable ça. Le piège, ce n'est pas le non, c'est le oui, mais. On se retrouve avec un permis qui est gelé, en quelque sorte. C'est une sorte de purgatoire administratif, oui. C'est le cas pour les autorisations les plus lourdes. L'autorisation environnementale unique, par exemple, pour les gros projets. Mhm. Ou la fameuse dérogation espace protégé. Le code de l'urbanisme est très clair là-dessus. Le permis existe, mais il est comme en sommeil. Tant que l'autre autorisation n'est pas là. J'imagine que ça peut faire capoter tout un montage financier. Évidemment. Il y a juste une petite subtilité que la source mentionne. C'est pour les permis de démolir, Ah oui, avant d'avoir l'autorisation environnementale finale. Mais la condition est très stricte. Il faut que la démolition elle-même ne porte pas atteinte à ce que l'autorisation est censée protéger. ok. Donc on peut démolir le hangar en béton, mais on ne touche pas la haie d'arbres à côté. C'est exactement ça. Ça peut faire gagner un temps précieux. Bon, on a un permis qui peut dépendre d'une, deux, voire trois autres procédures, chacune avec ses propres délais. Comment on fait pour gérer ça dans une promesse de vente qui a une durée limitée? C'est tout le problème. Calculer les délais, ça relève presque de la voyance. Si on prend une autorisation environnementale, disons classique, la procédure est longue. D'abord, l'administration a un délai raisonnable. J'adore ce terme. Oui, c'est merveilleusement flou. Juste pour vérifier si le dossier est complet. Ensuite, il y a environ 4 mois d'examen et de consultation. Puis 2 mois pour la décision, et ce délai peut encore être rallongé. Donc, au bas mot, on est déjà à 6-8 mois
sans compter la préparation en amont. C'est énorme. Et ça, c'est le scénario simple. Ah, parce qu'il y a pire. Bien sûr. Si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, là, l'impact est majeur. Il faut d'abord faire l'étude d'impact, ce qui peut prendre des mois, avant même de déposer le moindre dossier. Et une fois l'étude faite, l'autorité a 2 mois pour donner son avis. Donc on ajoute encore des mois au mois. On dépasse facilement l'année. Facilement. Et la source mentionne aussi 2 sortes de jokers que l'administration peut utiliser. Le premier, c'est l'examen au cas par cas. C'est ça. Certains projets ne sont pas automatiquement soumis à évaluation. Mais l'administration peut quand même l'exiger si elle a un doute. Du coup, le porteur de projet doit l'interroger en amont, juste pour savoir à quelle procédure il va être soumis. Ça rajoute une étape et de l'incertitude. D'accord. Et le second joker, c'est un terme qui m'a interpellée, la clause filet. Ça sonne un peu comme un piège. C'est un outil très puissant, oui, et assez récent. Il date de 2022. C'est, comme son nom l'indique, un filet de sécurité pour l'administration. Ça lui permet de soumettre un projet à cet examen au cas par cas, même si le projet est en dessous des seuils réglementaires. Donc aucun projet n'est vraiment à l'abri en fait. En théorie, non. S'il y a un doute sur l'impact environnemental, même pour un petit projet, l'administration peut tirer le filet. Et ça se passe comment concrètement? Ce qui est redoutable, c'est que c'est la toute première autorité saisie qui peut l'activer. Imaginez que vous demandiez d'abord un permis de démolir. C'est l'autorité qui instruit ce simple permis qui peut déclencher la clause filet pour tout le projet qui suivra. Incroyable. Elle a 15 jours pour le dire. Et à partir de là, tout s'enclenche. La procédure d'examen au cas par cas, qui prend environ 50 jours. Et surtout, ça suspend complètement le délai d'instruction du permis de construire qui doit suivre. C'est une véritable bombe à retardement. Au moment de signer la promesse, personne ne sait si ce filet va tomber et tout geler pendant des mois. C'est une incertitude majeure. Bon, face à ce champ de mine juridique, avec des délais imprévisibles, des jokers administratifs, qu'est-ce qu'on fait? Comment le notaire protège les 2 parties? C'est tout l'enjeu. Il faut rédiger des clauses sur mesure. L'erreur classique, c'est la condition suspensive unique. Obtention d'un permis de construire définitif. Ça paraît logique pourtant, mais je sens le piège. C'est un piège énorme. On en a parlé. Le permis peut être obtenu, mais pas exécutable. Ah oui, exact. Avec une telle clause, l'acheteur serait obligé d'acheter un terrain avec un permis inutilisable. C'est la catastrophe. D'accord. Une meilleure option, c'est de viser un permis définitif et susceptible d'être mis en œuvre. C'est déjà mieux. Mais pas encore parfait. Pour une clarté totale, l'idéal est de scinder les conditions. C'est-à-dire? Une clause par autorisation. Une condition suspensive pour le permis de construire. Une autre, bien distincte, pour l'autorisation environnementale. Une autre, pour la dérogation espèce protégée. Une autorisation égale une clause. On ne mélange pas tout. C'est une excellente façon de le voir. Et il y a d'autres outils. La clause de prorogation automatique, par exemple, elle peut prolonger la durée de la promesse si un événement précis arrive. C'est souple, mais attention. Il y a un risque. Oui, il faut s'assurer que l'acheteur est toujours d'accord. Si, tout à coup, il doit payer une étude d'impact à 50 000 € qui n'était pas prévue, peut-être qu'il ne veut plus du projet. Et il y a toujours cette fameuse limite des 18 mois pour un vendeur particulier. Bien sûr. Et la dernière option, plus collaborative, c'est la clause de rencontre. Oui, c'est une approche que j'aime bien, très pragmatique. Elle n'impose pas de solution, mais elle impose un dialogue. Elle oblige le vendeur et l'acheteur à se remettre à table pour discuter de bonne foi si un gros pépin arrive. Pour trouver un accord, un avenant. C'est le but, mais attention, ce n'est pas une garantie. Si aucun accord n'est trouvé dans le délai prévu, eh bien, la promesse devient caduque. C'est une obligation de négocier, pas de réussir la négociation. Voilà. Et la source propose une méthode très structurée en 4 étapes pour combiner tout ça. Ah, ça m'intéresse. C'est une démarche très logique. Premièrement, faire déclarer le porteur de projet. On lui demande d'écrire noir sur blanc dans l'acte toutes les procédures qu'il a déjà en tête. Ça le responsabilise. D'accord. Deuxièmement, prévoir une condition suspensive distincte pour chaque autorisation. On en a parlé. Oui. Troisièmement, intégrer une clause de prorogation, mais seulement pour les petits aléas qui ne changent pas la nature du projet. Le déclenchement d'un examen au cas par cas, par exemple. Et la 4e étape, c'est pour les plus gros problèmes, j'imagine. Exactement. Quatrièmement, utiliser une clause de rencontre pour les événements plus graves. Typiquement, l'obligation de faire une grosse étude d'impact qui n'était pas du tout au programme. L'exemple de la source sur la clause filet est parfait pour ça. Oui. Si l'administration active le filet et exige une étude, la clause de rencontre se déclenche. Les parties ont 1 mois pour se voir et négocier.
Pas d'accord, la promesse tombe. C'est un mécanisme qui n'élimine pas l'incertitude, mais qui l'encadre. Ça évite de se retrouver dans une impasse juridique totale. En résumé, si on fait le bilan, la superposition de toutes ces règles, urbanisme, environnement, ça a transformé la planification d'un projet immobilier en un exercice de haute précision. Les clauses standards, le copier-coller, c'est terminé. Il faut du sur-mesure, de l'anticipation. Et si on prend un peu de recul, ça soulève une question de fond. Toutes ces procédures, c'est évident, elles sont essentielles pour protéger notre environnement. Personne ne le conteste. Bien sûr. Mais leur complexité, leur empilement, les incertitudes qu'elles créent, est-ce que tout ça ne risque pas de mener à une forme de paralysie progressive? Un système qui, à force de vouloir tout contrôler, finit par décourager l'action, y compris pour des projets qui seraient bénéfiques. La question au fond, c'est où placer le curseur entre la protection nécessaire et un système qui devient un frein.